Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer de façon pragmatique que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. C'est notre sens, notre but, à mon sens, ou un de nos buts, et nous l'ignorons. Nous ignorons que nous construisons cet état de perfection, et pourtant nous le construisons depuis qu'on s'est séparé des autres primates. À partir du moment où on s'est distingué des autres primates de façon génétique et qu'on s'est organisé en humanité, en société humaine, d'une certaine manière, même si il a fallu se séparer tous et aller essayer de s'adapter, comprendre chaque milieu de cette planète. En fait, c'est ce qu'on a fait de façon intuitive. Il y en a qui sont allés, des hommes sont allés s'adapter aux glaces du, de la banquise, les Inuits par exemple, etc. D'autres sont allés s'adapter au désert, etc. Alors même si c'est la poussée, peu importe, on peut tout à fait expliquer ça de façon mécanique, la poussée démographique, voilà, ou des hommes qui sont chassés et repoussés tout le temps plus loin dans les espaces inhospitaliers. Ben ici c'est une région comme ça d'ailleurs. On est sur le plateau de la Haute-Loire. C'est la région par exemple. Bon, c'est la région des justes, des protestants, et c'était certainement, c'est une région froide, une région un peu inhospitalière, une région un peu compliquée pour s'adapter, pour s'acclimater à la société. Et donc, et les protestants qui se sont adaptés à cette région, qui l'ont rendue hospitalière en fait, ont eu beaucoup de mérite. Ça a été très compliqué pour eux de pouvoir, bonjour, de pouvoir s'adapter à ce monde qui est un peu hostile. Voilà. Bon, alors ça n'a rien à voir avec le désert, avec avec l'adaptation dans la forêt amazonienne ou l'adaptation sur la banquise, mais ça, c'est pour expliquer un petit peu que c'est peut-être le mécanisme qui fait que voilà, un groupe repousse un autre groupe, et, euh, et en fait, par ce mécanisme qu'on croit inconscient ou qu'on croit, voilà, qui est inconscient en fait, euh, l'ensemble humain s'est adapté à l'ensemble de la planète finalement, et on a compris chaque milieu. Et le fait que des hommes se soient installés par exemple en Amazonie ou sur la banquise ou dans le désert a poussé l'humanité qui restait qu'on va dire un petit peu qui devait s'occuper du progrès technique, social, etc. L'Occident et puis d'autres régions du monde qui fonctionnaient dans les endroits ordinaires, hospitaliers. À un certain moment, on a dû aller à la rencontre de ces êtres humains pour les comprendre, les connaître, etc. Et donc, grâce à ça, on a donc, et c'était le travail commun en fait les, entre les gens qui se sont isolés, qui ont vécu isolés, et le travail des Claude Lévi-Strauss, etc., de tous ces gens qui sont allés à leur rencontre pour comprendre pour les comprendre, les connaître, etc. Donc c'est bien un travail commun. Donc tout est, même si rien n'était conscient,
tout ce qui s'est déroulé était fait pour que nous connaissions l'ensemble de cette planète, pour que nous évoluions ensemble et que nous finissions par revenir vers l'unité, chose que nous sommes en train de réaliser. L'humanité est en train de réaliser son unification. Après être parti sur découvrir chaque espace de la planète, s'acclimater à tous les endroits, maintenant on est dans un mouvement d'unification et on va vers cette unification. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on atteindra, pour moi, on atteindra cet état de perfection. Voilà. Alors, j'utilise des ouvrages, et là en ce moment je suis sur celui-ci, des fragments choisis par Henri Lichtenberger du travail de Friedrich Nietzsche. Alors, je lis, je fais un petit peu comme ça, je lis, je découvre globalement, et puis je commente, voilà, je digresse, je fais des digressions. Là j'en suis à choses humaines par trop humaines. Humain, trop humain. Ça a été aussi transformé comme ça. Ça, c'était une traduction de 1905, donc une trentaine d'années après le grand travail de Nietzsche. Alors, tandis que les inactuels, donc les choses inactuelles qui étaient le chapitre précédent, sont des livres composés et rédigés d'après un plan bien suivi, Choses humaines se présente au contraire comme un recueil d'aphorismes indépendants les uns des autres et groupés seulement sous certaines rubriques générales. Des choses premières et dernières, histoire des sentiments moraux, la vie religieuse, etc. Alors là, c'est l'introduction faite par Henri Lichtenberger. Nietzsche a commencé ce recueil sous l'impression de désenchantement que lui causèrent les représentations solennelles de l'anneau du Nibelung, auquel il assista à Bayreuth en juillet 1876. Et c'est là où il se sépare progressivement, donc il se sépare de Wagner, et vraisemblablement des hommes, en somme. Il va s'isoler, je pense, hein, mes propos sont bien souvent intuitifs, donc je vous demande plutôt d'aller les vérifier si c'est vrai, mais à mon avis, à ce moment-là, il était encore dans un mouvement social quand il était en relation avec tout ce groupe Wagner et tout ce qui gravitait autour de lui. Et puis là, la séparation se faisant, il va vivre une sorte de retrait du monde, même s'il est dans le monde, mais une sorte d'isolement intellectuel. Alors, donc, voir ainsi le passage d'Ecce Homo traduit, page 163. Les premiers aphorismes furent écrits à la fin de juillet 1876 à Klingenbrunn, dans la forêt de Bavière, puis à Bayreuth, et réunis sous le titre de Soc de charrue. Donc voilà, il faut retourner la terre et voilà, il est temps de changer d'ordre pour lui. Puis mis au net à Bâle en septembre. Nietzsche pensait d'abord utiliser ces aphorismes pour en tirer une nouvelle série d'inactuels dont la première, le libre-esprit, était à peu près achevée dans sa tête. Ce n'est qu'en février 1877 qu'il renonce définitivement à continuer les inactuels et se décide à publier un recueil d'aphorismes. Pendant l'hiver de 1876 à 1877, qu'il passe à Sorrente, c'est en Italie je pense, il écrit ou dicte à son ami Brenner un grand nombre des pensées. Enfin, pendant l'hiver de 1877 à 1878, qu'il passe à Bâle, il procède avec l'aide de son disciple et ami Peter Gast
à la rédaction définitive de Choses humaines qu'il compose avec les matériaux accumulés dans le soc de Charrue et les papiers de Sorrente. Le volume parut en mai 1878 avec la mention suivante dédiée aux souvenirs de Voltaire à l'occasion des fêtes commémoratives du 100e anniversaire de sa mort 30 mai 1878. Donc Voltaire était mort le 30 mai 1778. Choses humaines fut suivie de 2 autres recueils d'aphorismes, Pensées et sentences variées, mars 1879, et Le voyageur et son ombre, fin 1879, avec le millésime de 1880. Pour ces 2 volumes, Nietzsche mit à contribution plusieurs cahiers d'esquisses, parmi lesquels les 2 collections d'aphorismes citées plus haut, le soc de Charrue et les papiers de Sorrente. En 1886, les Pensées et sentences variées et Le voyageur et son ombre furent réunis en un seul volume et formèrent le tome 2 des Choses humaines. Choses humaines est le livre le plus sombre et le plus froidement négatif qu'ait écrit Nietzsche. Donc, je pense que Lichtenberger a lu toute l'œuvre de Nietzsche qui était disponible à ce moment-là, puisqu'il en commente, il commente chaque ouvrage qui a été réalisé. Et donc, voilà, on peut, selon son point de vue, cette chose humaine, humain trop humain, est la chose la plus, le livre le plus sombre et le plus froidement négatif de Nietzsche. Il date de l'époque où la santé de Nietzsche traversait sa crise la plus terrible. Le premier volume, composé en 1876-1877, pendant le congé que dut prendre Nietzsche pour combattre le mal qui le minait, la dernière partie date de l'année la plus douloureuse dans l'existence de Nietzsche, celle où, de janvier 1979 à janvier 1880, il comptait 118 jours d'accès de maux de tête graves. Dans ma 30e année, écrivait-il, en 1888, j'atteignis le point le plus bas de ma vitalité. Je vivais encore, mais sans voir 3 pas devant moi. À cette époque, en 1879, je me démis de mes fonctions de professeur à Bâle. Je vécus pendant l'été à Saint-Moritz, comme une ombre, et passai l'hiver suivant le plus dénué de soleil de ma vie entière à Hambourg, à l'état d'ombre. Ce fut mon minimum. Le voyageur et son ombre datent de ce moment. Indubitablement, je savais par expérience alors ce que sont les ombres. Sur le ton général de choses humaines, voire passage d'Ecce Homo, dont nous donnons la traduction plus loin. Voilà, alors, ça tombe bien parce que ça va avec un petit commentaire que j'ai eu sur une vidéo et qui me dit en substance que Nietzsche aurait souri à mes jérémiades, à mon ton un peu, je me souviens plus le terme, et puis à ma vision un peu progressiste du monde. Et il a raison, c'est clair. Et d'ailleurs, ben voilà, hein, j'accepte toutes les critiques et les contradictions. Mais ce que, en fait, évidemment, Nietzsche était ces jérémiades, on pourrait dire, ou c'est pas ces jérémiades, mais ces plaintes qui sont quelque chose d'humain. Elles sont pleines de dignité. En somme, il n'y a pas de plainte, et c'est peut-être ce que me reproche ce gars-là. Et il a raison. Moi, je suis sur un autre état d'esprit, un autre psychisme en fait, et donc
voilà, je parle de ce qui m'arrive souvent sur les vidéos, ou de ma façon de mes problèmes de santé, par exemple, j'en parle d'une autre façon. Et je suis d'accord qu'il y a sans doute quelque chose qui n'est pas, dont on ne peut pas parler, on ne peut pas en parler comme des jérémiades, mais en même temps, c'est quelque chose dont il parle. Et il en parle parce que c'est important. En réalité, c'est pas. Après le ton, je comprends qu'on puisse critiquer les différents tons, et il y a des gens qui sont dans une sorte de dignité et qui supportent la souffrance d'une autre façon, qui en parlent d'une autre façon, etc., etc. Et c'est très juste, hein, c'est ce qui fait la diversité humaine. Mais en même temps, ça permet de comprendre ce que Nietzsche a vécu, pourquoi il a écrit, etc., etc. Donc, c'est un peu le but aussi pour moi de pouvoir parler de vraiment ce qui... Pourquoi ça va dans ce sens. Par exemple, il y a les moments où je respire très mal quand je fais des vidéos, ça donne quelque chose de très sombre à mon travail en réalité, parce que le manque d'oxygène, ça engendre un sentiment d'étouffement, ça engendre une angoisse, etc. Ça rend un peu sombre tout ce qu'on voit dans la vie. Et quand je respire très bien, c'est au contraire, la joie monte tout de suite, c'est une sorte de bénédiction, et donc mon exaltation est différente. Voilà. Mais pour dire que c'est quand même, à mon sens, important, ça fait partie de ne pas se plaindre, c'est une question de caractère, évidemment, mais c'est dommage, ça masque des choses de la personnalité d'un être humain, en somme. Voilà, on est... et à mon sens, tout ça, un jour ou l'autre, sera éclairé. On va éclairer les états d'âme de chaque être humain. Et c'est pour compléter quelque chose qui a été dit que j'ai lu juste après d'ailleurs. Voilà. Après, je vais commencer irresponsabilité et innocence, qui est la petite partie, le petit fragment qui a été choisi par Lichtenberger. Il a choisi ce fragment de choses humaines trop humaines, il a choisi en avant, un petit fragment d'en avant, voilà. Donc là, on va voir irresponsabilité et innocence. Qu'est-ce qu'en dit Nietzsche? Voilà, merci de votre écoute. Si vous pensez que ces vidéos et ces propos ont un intérêt pour l'ensemble humain, je vous engage à mettre des pouces, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit évidemment, à mettre des commentaires et voilà, des critiques, quelles qu'elles soient, elles sont importantes et elles me permettent de travailler aussi, et de réfléchir et de développer encore un peu plus loin ma pensée. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Merci, au revoir.